Louise Merzeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Collège des Bernardins. Comme vous le savez, le Collège des Bernardins a lancé une chaire de recherche depuis plus d'un an qui s'intitule « L'humain au défi du numérique ». Et donc, pendant de longs mois, nous essayons de réfléchir à ce que le numérique ou les éléments numériques ou la technologie numérique est en train d'induire dans l'humanité, aussi bien chez les individus que dans le collectif. Donc notre entretien va porter sur cette mutation anthropologique du numérique et sur les défis qu'elle nous lance. Et donc j'avais d'abord une première question qui m'intrigue et qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous, chercheuse, vous en êtes venue à étudier le numérique, à plonger dans cet environnement. Bah écoutez, j'ai envie de dire très naturellement, en fait, parce que j'ai une formation littéraire, donc je viens en fait d'études d'abord en lettres. Et dans ce champ-là, je me suis intéressée en fait au texte, mais pas seulement, aussi et de plus en plus au support, au médium, donc au livre, à l'illustration, à la photographie, à l'édition. Et assez logiquement, à partir de là, je me suis de plus en plus intéressée justement aux mutations de cet environnement des objets, des médias et des technologies, qui pour moi a toujours été en interaction étroite en fait avec justement les contenus, les idées. J'ai suivi de près aussi toutes les recherches en médiologie, donc c'est également par ce biais. Et donc c'est pour ça que je disais naturellement, c'est-à-dire pour moi, à partir du moment où on ne coupe pas les contenus et l'environnement technologique, médiatique et aussi les institutions qui portent en fait ces objets, ben, forcément on est amené à s'intéresser aux nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et donc logiquement, je me suis intéressée d'abord je dirais à la marge, et puis de plus en plus de manière centrale, donc au numérique, dans la mesure précisément où tous les contenus, d'abord bien sûr le texte, mais assez rapidement aussi les images fixes, les images animées, puis vraiment l'ensemble en fait de l'environnement, c'est-à-dire y compris les autres médias, la radio, la télévision, la presse, étaient en quelque sorte absorbés par le numérique et transformés par lui. Donc petit à petit, c'est devenu vraiment au centre en fait, de mes préoccupations, mais sans qu'il y ait véritablement un heurt ou un changement de direction. Ce n'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Et donc vous estimez que justement cette transformation à la fois des médias et des contenus transforme quelque chose dans l'être humain? Il y a vraiment une mutation qui est en train de se passer. Oui, je pense, moi, ça fait en fait assez longtemps que je parle moi-même de véritables mutations anthropologiques. Anthropologiques, oui. Mutation, bien sûr, culturelle, technologique, ça va de soi, mais je pense qu'on peut parler d'une mutation quasiment anthropologique. Alors, sans doute pour plusieurs raisons, mais l'une de celles qui me paraît est vraiment essentielle et sur lesquelles je me suis justement focalisée depuis plusieurs années dans mes travaux, c'est autour de la question de la mémoire et des traces. Puisque c'est aussi par là justement que je me suis intéressée à cette question. J'ai travaillé sur les traces en général en tant qu'externalisation de la mémoire en fait, comment l'homme garde des traces de ses activités. Alors bien sûr les traces écrites, mais aussi je vais beaucoup travailler sur la photographie. Et puis donc sont apparues ces traces numériques. Donc pour beaucoup, on a pensé, disons, au départ que c'était un simple transfert de support, en fait, ou simplement une énième technologie qui apparaissait. Moi, en m'y intéressant de plus près, j'ai fait l'hypothèse qu'en fait, là, on avait vraiment affaire à des traces d'une nature tout à fait inédite. Bon, parce que, pour le dire assez rapidement, ce sont des traces qui, à la fois, produisent des effets de présence, c'est-à-dire que la trace numérique est vraiment très liée à un individu et un seul. Elle enregistre à peu près tout ce qu'il fait, dès lors qu'il y a un dispositif numérique, toutes mes activités, même les plus triviales, même les plus passives, c'est-à-dire le simple fait de me connecter, de consulter quelque chose, même sans m'exprimer moi-même, ça va déposer des traces, ça va enregistrer des traces, et le dispositif souvent va donc les enregistrer, les stocker, mais aussi les traiter, et très souvent aussi les faire circuler. Donc il y a un effet de présence dans ces traces, avec donc un effet de personnalisation très forte sur lequel peut-être je reviendrai tout à l'heure. Et puis en même temps, alors disons qu'à ce titre,
Les traces numériques ressemblent aux empreintes de pas ou de doigts que l'on laisse, et donc sans doute justement les traces les plus anciennes que l'humanité ait jamais laissées. Mais en même temps, et c'est ça qui est très particulier et difficile à penser, ces traces, elles sont aussi traitables, elles sont calculables, bien sûr, puisqu'elles s'inscrivent dans des codes informatiques. Et à ce titre, bien sûr, donc elles peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques, de traitements calculatoires, mais aussi de traitements donc, par des machines. C'est ça qui est très important, par des robots. C'est-à-dire que ces traces, elles vont être interprétées par des individus, mais aussi, et peut-être de plus en plus, par des programmes informatiques. Et donc, c'est ces deux caractéristiques qui semblent presque contradictoires, ou en tout cas vraiment très divergentes, qui se réunissent dans la trace numérique et qui font toute sa nouveauté et qui soulèvent, à mon avis, quantité de questions. Parce que donc, il y a à la fois, par là, on va trouver tous les problèmes que cela soulève sur les effets d'intrusion, les effets de menaces dont on parle beaucoup de la vie privée, ou comme je le disais, de personnalisation toujours accrue de l'information, parce que ma consultation elle-même dépose des traces, et donc on va me proposer de plus en plus une information sur mesure, en fait, adaptée à ce que l'appareil ou le dispositif comprend entre guillemets comme étant mon profil, et puis en même temps donc les possibilités gigantesques de calcul, de traitement par les machines permettent donc des traitements en masse. Donc là, au contraire, on quitte l'individu dans sa singularité et on traite des masses énormes. On arrive à des profils qui en fait ne correspondent plus à personne, qui sont de pures abstractions. C'est le fameux big data. Et à la fois, bien sûr, ça permet, ça ouvre des possibilités qui étaient tout à fait inexistantes auparavant, mais ça ouvre aussi, bien sûr, beaucoup de difficultés, ça génère beaucoup de risques. Donc je pense que se concentre autour de cette question de la traçabilité beaucoup de phénomènes tout à fait inédits. Et notamment, donc le principal, c'est celui que je résume moi-même souvent par cette formule, qui est qu'on ne peut plus ne pas laisser de traces. C'est-à-dire que non seulement ces traces sont peut-être d'une nature nouvelle, inédite, mais surtout, ça n'est plus une option. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, a priori, de ne pas laisser de traces. Donc ça génère toute une série d'inversions, je pense, et c'est en ce sens que c'est anthropologiquement, il y a un saut qualitatif, et notamment une inversion entre mémoire et oubli, dans la mesure où jusqu'à l'avènement du numérique, l'homme devait faire des efforts, des dépenses, développer une intention, un projet et une technologie pour garder des traces. C'est-à-dire que le fond, ce qui était donné, c'était l'oubli, c'était le fait que son activité disparaissait avec le temps et avec sa propre mort. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que là où il faut dépenser de l'argent, de l'énergie, de l'intelligence, développer des techniques et probablement aussi des politiques, c'est dans le sens de l'oubli. C'est-à-dire tout ce qui va travailler justement, peut-être pas contre, mais en tout cas pour réguler cette traçabilité qui, elle, se fait automatiquement, par défaut, et donc surtout de manière de plus en plus non intentionnelle. C'est-à-dire que, encore une fois, toutes mes activités, à partir du moment où je vis dans un environnement numérique, même sans être forcément moi-même très très connecté, mais l'environnement lui-même étant numérique, le long d'une journée, je passe une carte à puce dans le métro, bien sûr je me connecte sur Internet, je fais une recherche sur un moteur de recherche, je passe un coup de téléphone via un appareil mobile, etc., etc. À chaque fois, des traces donc, numériques vont venir alimenter des bases et on voit bien que c'est tout à fait en deçà d'une intention de ma part de laisser trace, de formuler et de faire circuler un message. Donc là, il y a vraiment, je pense, une inversion majeure qui fait qu'il faut repenser complètement justement nos logiques mémorielles et donc aussi nos dispositifs d'oubli, en fait. Oui, justement, sur la question de la mémoire et de l'oubli, moi j'ai l'impression que précisément notre mémoire fonctionne ainsi, c'est-à-dire que notre mémoire oublie, et c'est bon que certaines choses soient oubliées. Donc comment
vous avez dit qu'il fallait développer des stratégies d'oubli nouvelles, si je comprends bien. Oui. Est-ce que vous en avez quelques-unes en fait, tête? Oui, je pense que d'abord, il faut repenser justement la place de l'oubli dans la mémoire, effectivement, comme un des ressorts essentiels de la mémoire. Donc, plus globalement, il faut vraiment se repenser qu'est-ce qu'on entend par mémoire. Le problème justement de cette traçabilité numérique, c'est qu'elle a entraîné dans un premier temps, mais je pense qu'on commence à revenir bien sûr sur cette idée, mais dans un premier temps, ça a plutôt soulevé une sorte d'enthousiasme un peu naïf, où on s'est dit, c'est extraordinaire, avec les mémoires numériques au sens technique du terme, on va arriver enfin à une mémoire intégrale. On va pouvoir tout enregistrer, tout stocker, puisqu'on le sait, les capacités de stockage elles-mêmes augmentent continuellement. Et il y a eu cette espèce de fantasme d'une mémoire intégrale, qui est lui aussi un fantasme très ancien, sans doute aussi vieux que la mémoire humaine elle-même. Mais évidemment, donc, ça c'était dans un tout premier temps. Quand on était encore dans un régime, je dirais, de la rareté, où les contenus, justement, en général, étaient, pour la plupart, relativement difficiles d'accès, relativement rares, relativement coûteux, et dont tout d'un coup, l'ouverture de cette capacité inépuisable de tout enregistrer sans trier, finalement, en tout cas sans trier a priori, a semblé extraordinaire. Et puis, évidemment, assez rapidement, dans un deuxième temps, étant donné aussi une certaine évolution des logiques de l'environnement numérique et surtout des logiques, des stratégies industrielles des principaux acteurs économiques, ça s'est progressivement inversé en fait. Et aujourd'hui, après avoir été fasciné par cette mémoire intégrale, on en est totalement effrayé. Et je trouve très symptomatique de voir que après avoir développé l'idée d'un devoir de mémoire, suite notamment, bien sûr, aux événements de la Seconde Guerre mondiale, la fin du XXe siècle a vu l'émergence d'une revendication d'un droit à l'oubli. Il y a une inversion complète. Et donc aujourd'hui, cette mémoire intégrale, qui bien sûr ne me le sera d'une part sans doute jamais, mais suscite plutôt des angoisses, en particulier des angoisses individuelles, justement, où l'individu a peur de ces intrusions, justement de cette capture, cette captation permanente de tout ce qu'il fait, ce traçage, ce profilage permanent. Alors, je pense qu'il faut repenser, on voit bien qu'il y a des déséquilibres, il faut repenser tout ça et d'abord, justement, comprendre que cette mémoire, que moi je qualifie souvent de mémoire par défaut, évidemment, n'est pas une mémoire, c'est une anti-mémoire. Parce que justement, c'est une mémoire sans visée, sans projet, sans politique au sens large du terme. C'est une mémoire en fait de pur stockage, de pur enregistrement, une mémoire machinique et justement une mémoire non intentionnelle. Donc il faut d'abord prendre conscience qu'il ne s'agit pas de mémoire là-dedans, mais simplement d'enregistrement. Et donc ça ne nous dispense pas, au contraire, de savoir vraiment ce que nous entendons par mémoire, et d'abord au sens collectif, bien sûr. Et donc de nous reposer la question, qu'est-ce que nous voulons conserver, qu'est-ce que nous ne voulons pas conserver, admettre que la mémoire d'une société, c'est aussi justement ce qu'elle efface, que ce soit par les amnisties, par l'écriture même de son histoire, par la sélection qu'elle va opérer dans justement des fonds, des archives, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, ça semble encore un peu absurde de dire « mais on va trier, on ne va pas tout garder » parce que on se dit « mais bon, pourquoi trier puisqu'on peut tout garder ?» Donc il y a toujours ce risque de retomber dans ce fantasme d'une mémoire intégrale. Donc déjà, je pense que l'une des... Alors c'est pas une solution clé en main, mais je veux dire, il faut absolument repenser la mémoire. Qu'est-ce que nous entendons par là, collectivement, et admettre, bien sûr, qu'une mémoire n'a de sens, d'une part, que si elle ne prétend pas être intégrale, et deuxièmement, elle n'a de sens que si elle permet des réactivations. C'est-à-dire que la mémoire, c'est quelque chose de vivant, c'est jamais un stock mort. Si c'est un stock, ça n'est pas de la mémoire. Et donc là, je pense qu'il faut également travailler, c'est pour ça que ça appelle des politiques, à toutes les possibilités, alors non seulement d'engranger toutes ces traces, mais surtout d'y donner accès. Donc là, très clairement, on voit que d'un côté se développent par exemple des politiques de stockage considérables de traces qui sont celles des grands acteurs du web dont je parlais tout à l'heure, Google, Facebook, qui constituent
des bases de données absolument hors du commun en termes à la fois de taille, de dimension et dans leur caractère opérationnel, c'est-à-dire la liaison entre ces traces. Mais le problème, évidemment, c'est que justement ces réserves sont verrouillées. Elles ne sont pas du tout accessibles, en fait, y compris aux individus eux-mêmes qui déposent, qui sont captés en quelque sorte par ces acteurs. Donc là, je pense qu'il y a des politiques à développer à tous les niveaux, mais avec une grande responsabilité des acteurs publics, pour développer les droits de l'usager numérique, du citoyen numérique, à accéder à ses propres traces, et non seulement bien sûr à y accéder, mais à pouvoir en disposer, à pouvoir lui-même les agréger, à pouvoir lui-même les organiser, les structurer, à décider lui-même de les partager ou pas, etc. Donc là, il y a un déséquilibre en ce moment qui est en train de se produire et qui n'est pas seulement lié à une mutation technique, mais là, véritablement, à l'évolution économique et politique de l'ensemble de l'environnement numérique. Donc là, il y a une urgence absolue à développer alors des protections qui peuvent être juridiques, mais qui ne seront jamais uniquement juridiques. Ça, on ne résoudra pas ces questions uniquement par des lois, puisque le numérique, on le sait, est transnational. Donc les législations nationales ne pourront jamais répondre à toutes ces questions. Je pense que plus globalement, il faut développer des réflexions, il faut développer des cadres législatifs, bien sûr, mais instituer surtout, rappeler des principes, et notamment autour de ce droit à la maîtrise de ces traces. Et puis, il faut éduquer les gens à tous les niveaux à utiliser leurs propres traces. Oui, parce que c'est une question qui vient tout de suite. C'est pour que ce droit à maîtriser ses propres traces soit réel, il faut que les individus soient capables d'en faire quelque chose. Absolument. Alors que j'imagine que là aussi, c'est un défi très profond, au fond, de Absolument. cette transformation. Je pense que autour justement de cette question des traces et d'une sorte de réappropriation que nous avons à faire de nos propres traces, qui sont en ce moment vraiment captées, presque expropriées par certains acteurs, de manière en plus très, très concentrée, très monopolistique. Il y a véritablement une intelligence des traces à développer, voire à inventer et à transmettre, à enseigner, qui va consister d'abord, je crois, à justement renoncer à cette idée qu'on serait pris dans simplement une opposition binaire entre protection et exhibition, ou enfin laisser aller de nos traces. Je pense qu'il faut sortir de ce binarisme qui est une impasse. Et je pense que se réapproprier nos traces, ce n'est pas se protéger. Bien sûr, il y a une vigilance à avoir, bien sûr, il y a des précautions à prendre, mais ce n'est pas uniquement se protéger, se verrouiller, se refermer, avoir peur en permanence de l'intrusion. Je crois que c'est au contraire accepter de développer une présence numérique, mais une présence justement concertée, intentionnelle, réfléchie, intelligente, au sens justement nourrie d'une certaine culture. Donc ça peut tout à fait s'enseigner. On peut enseigner aux gens, y compris aux très jeunes, de savoir écrire en ligne, de savoir publier, puisque tout est là en fait. Évidemment, toutes ces difficultés viennent du fait que, y compris dans nos activités dites privées, on le fait dans un espace public, des espaces de publication, même des réseaux sociaux numériques qui sont relativement protégés, ça relève de la publication. Donc il faut absolument apprendre à publier. Il faut apprendre justement à plutôt déposer ces traces dans certains espaces plutôt que d'autres, apprendre à partager ces traces, mais pas toutes, pas n'importe comment, apprendre à agréger soi-même ces traces, à les archiver, à les valoriser, de manière à ce que, évidemment, ça n'empêchera pas certains acteurs de nous espionner, entre guillemets, mais au moins, pour ma part, en tant qu'usager numérique, j'aurais à la fois construit, déposé, structuré, organisé et validé certaines traces. Et c'est à ce titre que je pourrais dire ma présence numérique, elle est là, c'est celle-ci que je reconnais, c'est celle-ci qui est valable. Et je pense que ça, c'est, y compris maintenant, moi c'est ce que je pratique, et ça apporte vraiment un contrepoids à toute cette part qui semble nous échapper et qui semble une sorte d'expropriation. Et à l'inverse, renoncer à l'illusion qu'on pourrait
effacer ces traces. Hein. La question de l'oubli, ce n'est pas du tout l'effacement des traces. Techniquement, c'est quasiment devenu impossible. En tout cas, on ne peut pas avoir la certitude. Une fois qu'on a mis quelque chose dans le réseau, ça part, ça se démultiplie, il y a des sites miroirs, il y a des copies, il y a des... Bon. Donc, y compris les entreprises qui en ont fait, évidemment, leur fonds de commerce, qui vous promettent qu'elles vont nettoyer vos traces, bon, c'est à la limite de l'escroquerie, au moins intellectuelle, on va dire, parce qu'il n'y a jamais une certitude absolue. Une fois qu'on est rentré dans le système du réseau et de l'interconnexion planétaire, on ne peut plus être assuré que qu'une trace sera effacée. Donc c'est pas comme ça qu'on peut veiller sur, y compris sa réputation, c'est plutôt soi-même en produisant des traces, mais justement de manière pensée, organisée, structurée, et aussi, l'autre, je pense, idée vraiment importante, c'est de ne pas considérer sa traçabilité comme une question simplement individuelle. Et ça, je crois que là aussi, il y a un enseignement vraiment à faire. Toutes ces questions de traces numériques, ce n'est pas uniquement un problème de vie privée. Je dirais même que ce n'est pas essentiellement un problème de vie privée. C'est d'abord un problème de mémoire collective. C'est-à-dire qu'il faut justement apprendre, notamment aux jeunes, qui savent des fois assez bien gérer leurs traces justement très privées, à l'intérieur de cercles privés, de cercles de proches, mais en revanche, ils n'ont jamais l'idée d'aller déposer des traces dans des espaces communs, en fait. Et ça, je pense que là, il y a un enseignement à faire. Il faut absolument inciter, à chaque fois que c'est possible, les individus, et donc à commencer peut-être par les plus jeunes, à déposer leurs productions, leurs messages, leurs images, leurs photos, etc. Dès lors que ça peut intéresser la communauté, à les déposer dans des espaces qui sont communs, qui sont ouverts, qui sont archivables, et qui justement ne sont pas juste dans ces silos fermés des entreprises, bon, qui sont pour la plupart, on le sait, américaines, en tout cas pour l'instant. Si je comprends bien, donc un des défis des traces, c'est cette question de la présence numérique. Au fond, je trouve que ce que vous dites donne un poids finalement à chaque message que nous allons laisser sur le numérique, mais j'ai l'impression que ça renvoie aussi au poids de la parole humaine. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, mais ce fait d'être attentif à ce que l'on répand dans un espace, ici l'espace numérique, mais est vrai aussi dans un espace public. J'enseigne la philosophie et puis j'ai souvent à prendre la parole en public. Je sais très bien qu'à partir du moment où je vais me mettre à parler devant une assemblée, devant un groupe, j'essaie de mesurer ce que je vais dire, quoi. Alors, est-ce que c'est du même ordre ? Relativement, c'est-à-dire que d'un côté, oui, je pense qu'il faut vraiment repenser cet environnement numérique dans lequel désormais nous vivons complètement. C'est-à-dire, c'est pas seulement un support sur lequel on va envoyer ou déposer un message, c'est vraiment pour moi un milieu de vie. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, qu'on soit très branché ou pas, on est pris dans cet environnement. Et c'est vrai que la particularité de cet environnement, c'est que le privé, enfin, il y a des emboîtements qui semblent paradoxaux. Le privé est dans l'espace public et l'espace public lui-même va se retrouver aussi dans les conversations privées. Il faut arriver à penser cette espèce de tressage qui lui aussi est totalement inédit. Et donc, en ce sens, c'est sûr que moi, je ne suis pas du tout pour inciter à une espèce de paranoïa, à dire aux gens constamment, y compris, enfin, en particulier, le discours qu'on tient souvent aux jeunes, attention à tout ce que vous dites sur votre compte Facebook, etc. Non, je pense que la paranoïa n'est jamais bonne en rien. En même temps, c'est vrai qu'il faut quand même arriver à faire comprendre que cet espace est public. Encore une fois, il n'est pas public au sens où on l'entendait avant. On a le droit d'exiger un respect de la vie privée, bien sûr, qui est toujours maintenu notamment par la loi. On a le droit d'exiger une certaine confidentialité, une certaine discrétion, une certaine tranquillité. Ça, je trouve qu'il faut au contraire continuer de revendiquer ces choses-là. Mais il faut aussi comprendre que dès lors qu'on est dans le réseau, dans l'Internet, on publie. Encore une fois, c'est peut-être le mot espace public est trompeur. Il faut peut-être préférer cette idée que nous publions. Il y a une dimension publicatoire. Donc, ce n'est pas juste comme une conversation dans un espace privé.
Et à ce titre, oui, bien sûr, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Voilà, il y a une couche, hein, cette couche publicatoire, évidemment, ajoute une dimension qui, à ce moment-là, sort justement de l'interpersonnel. Hein, même si on écrit juste un message à un ami dans le cadre d'un réseau social très verrouillé, on est néanmoins dans un espace publicatoire, et donc il faut avoir conscience que tout ce qu'on dit, d'une part, va alimenter des bases de données, va pouvoir certainement ressortir à un moment ou à un autre dans le réseau, va nourrir des statistiques, va faire évoluer la plateforme elle-même, etc. C'est-à-dire que ça rentre dans des logiques éditoriales, dans des logiques médiatiques, dans des stratégies économiques, évidemment, toute chose qu'une simple conversation sur un trottoir ne fait pas. Donc là, il y a quand même, c'est vrai, une différence dont il faut tenir compte. Et là, il y a un enseignement à faire pour que les gens comprennent simplement comment ça fonctionne, hein, tout simplement. Et justement, cet enseignement du côté publicatoire, finalement, de tout échange numérique, à partir de quel âge et sous quelle modalité faut-il le commencer? Alors là, moi, je suis très radicale. Hein. Je pense que il faut, et c'est pour ça aussi qu'il y a une mutation, sinon anthropologique, enfin en tout cas culturelle, absolument majeure, qui pour moi est quasiment. Alors on l'a souvent comparé à l'invention de l'imprimerie. Je pense qu'il faut presque la comparer à l'invention de l'écriture, justement dans la mesure où elle englobe tout. C'est-à-dire qu'elle elle l'a déjà quasiment, où elle va tout transformer. C'est pas juste le numérique n'est pas juste un changement de support ou de technique ou même de médium. Et à ce titre, je pense qu'à l'école, au lieu d'en faire, alors déjà, ça a mis très longtemps à ne serait-ce que entrer timidement à l'intérieur de l'école, ça fait encore l'objet de quantité de discussions aujourd'hui, ce qui me semble totalement aberrant. Et dans le meilleur des cas, souvent actuellement, on considère que ça peut faire l'objet d'une matière, d'une discipline qui s'ajouterait, ou de quelques heures par-ci par-là qu'on ajouterait, notamment par exemple pour apprendre à coder. Là aussi, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Pour ma part, même si évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est justement une révolution assez profonde, mais je pense qu'il faut mettre le numérique au centre. Hein, ou tout autour, c'est-à-dire que tout doit être repensé dans le cadre du numérique, c'est-à-dire toutes les disciplines, tous les enseignements, exactement comme si justement il y avait une nouvelle écriture à apprendre. Et cette écriture, on va l'exercer, qu'on fasse des mathématiques, qu'on fasse de la biologie, qu'on fasse de la philosophie, qu'on fasse des études de lettres, des études de langue. Donc c'est pas seulement donner des tablettes aux élèves, ça c'est un peu le côté gadget. Quoique ce n'est pas forcément inintéressant, parce que ça passe aussi par les outils, ça passe par les postures du corps, ça passe par un nouveau rapport aux documents, donc c'est pas inintéressant. Mais à ce moment-là, il faut vraiment le réfléchir en ce sens, c'est pas juste donner des objets ludiques, parce que souvent on le présente de cette manière. Mais là, évidemment, je comprends aussi que l'institution freine ou soit un peu affolée par l'ampleur de cette mutation, justement. Mais c'est indispensable, c'est indispensable. Si on veut vraiment former les élèves à la vie qui les attend, et notamment à la vie active, il faut absolument développer des habiletés qui, encore une fois, ne sont pas vraiment des habiletés techniques, qui sont des habiletés culturelles. Ils doivent comprendre les enjeux essentiels, les logiques principales. Ils doivent savoir effectivement développer des habiletés, des défenses, et surtout savoir eux-mêmes inventer dans ce monde-là. Il faut leur donner les outils, les moyens eux-mêmes, non seulement de choisir les outils, mais aussi, à plus ou moins longue échéance, les moyens de transformer les outils. Parce qu'actuellement, on dit souvent les jeunes, ils sont très à l'aise, etc. C'est pas vraiment vrai la plupart du temps, mais disons qu'ils sont à l'aise pour consommer. Mais évidemment, ça, c'est la catastrophe. L'école ne doit pas former des consommateurs, l'école doit former des gens capables, au contraire, d'avoir une certaine distance, on parle souvent de distance critique, et surtout, déjà de voir qu'un outil vaut mieux qu'un autre, pourquoi ? Et puis, petit à petit, de dire, mais moi, je vais développer plutôt des outils comme ci ou comme ça. Et justement, peut-être dernière question sur ces nouvelles capacités à développer pour les enfants, les adolescents.
ces nouvelles capacités, si je comprends bien, culturelles, vraiment, hein, profondément culturelles, qu'est-ce qui, pour vous, hein, dans votre expérience, dans le patrimoine culturel et moral et spirituel de l'humanité auquel nous avons accès, où est-ce qu'il y a des ressources pour aider à cette nouvelle capacité, à cette nouvelle culture? Bah écoutez, il y en a, je dirais, presque partout, hein, parce que justement, on peut travailler, peut-être qu'à travers justement ces questions de... Bon, c'est aussi mon domaine, donc c'est pour ça que je pense en priorité à ça. L'entrée par le document, hein, alors que ce soit justement dans le registre, disons, patrimonial, ça peut être l'histoire de l'art, ça peut être les nouvelles médiations des musées. Il y a beaucoup de musées qui sont assez innovants dans ce domaine. Que ce soit le document scientifique, le document... en fait, n'importe quelle sorte de document, je pense que là, on peut le faire assez tôt, parce que, par exemple, on fait faire depuis très longtemps des exposés, y compris à des écoliers assez jeunes. Hein. Donc là, je pense qu'on peut très bien développer des compétences, non pas tant de production, d'expression, je pense que ça, c'est assez secondaire finalement, mais plutôt des compétences de recherche d'information, à travers déjà tout ce qui existe, hein, qui est gigantesque, je parle en termes numériques, des compétences donc, de recherche d'information, de constitution de ce qu'on appellerait scientifiquement des corpus, mais bon, pour un élève, constitution de collections, de valorisation de ces collections, de documentation, donc augmenter ce qu'il trouve en le documentant, en l'éditorialisant. Hein. Aujourd'hui, on parle d'éditorialisation, je travaille beaucoup là-dessus actuellement. Et donc là, je pense qu'il y a toute une série de compétences qui sont à la fois spécifiques au numérique parce qu'elles vont se développer à travers des outils évidemment nouveaux, mais qui s'appuient sur évidemment un héritage très ancien. C'est-à-dire qu'on peut faire ça sur des données archéologiques, on peut faire ça en étudiant l'Égypte à l'école, on peut faire ça sur des tableaux du 19e siècle, enfin, la musique, n'importe quoi. Hein. Donc là, je pense que justement, ça permet d'assurer une transition entre un bagage culturel, un héritage culturel qu'il ne s'agit pas du tout de passer à la trappe, bien sûr, et des outils actuels et surtout une démarche nouvelle hein, qui est de circuler dans le savoir par de nouvelles méthodes et de savoir soi-même justement redocumentariser. Hein, on parle, bon, même si le mot n'est pas très joli, de redocumentarisation. Moi, je crois beaucoup là-dedans. Je pense que c'est ça qu'il faut enseigner maintenant. Hein, c'est éditorialiser, redocumentariser, publier. Plus que simplement déchiffrer, interpréter ou s'exprimer. C'est un travail sur les documents, en fait. Merci beaucoup, Louise Meursault. Merci.